أهلا وسهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم. العام 2016 كان عاما كارثيا على عدد من الدول العربية بسبب استمرار الحروب من سوريا إلى اليمن إلى ليبيا والعراق. الخسائر والأضرار كارثية ولا يمكن إحصاؤها، ولكن الأسوأ سيكون في القادم من الأيام في مستقبل هذه البلاد الذي سيبنيه أطفال اليوم. ماذا عن هؤلاء الأطفال؟ الأرقام التي تقدمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف كارثية وتنبئ بمستقبل أسود. اليوم سنستقبل الناطق باسم المنظمة الأممية باسم منظمة اليونيسف السيد كريستوف بوليراك ليحدثنا عن هذه المآسي، عن هذه الأرقام، عن حصيلة العام 2016 حول الأطفال في العالم العربي. أهلا وسهلا بك سيد كريستوف. Bienvenue sur notre chaîne. Ma première question, quel bilan vous tirez aujourd'hui sur l'année 2016 à propos des enfants dans le monde arabe, surtout en Syrie, au Yémen, Irak et la Libye? Alors c'est un bilan qui est sombre, tout simplement parce que Syrie, Irak, Yémen, ce sont des conflits qui affectent violemment, parfois effroyablement, les enfants. Par définition, de façon logique, ces conflits ne sont pas résolus, il n'y a toujours pas la paix n'est pas là, la solution politique n'est pas encore atteinte, et donc plus ces conflits durent, plus les victimes innocentes que sont les enfants, sont aussi des victimes particulièrement fragiles, souffrent, qu'ils soient tués dans des bombardements, qu'ils meurent de maladies tout à fait évitables normalement parce qu'ils ne peuvent pas aller dans les centres de santé, ou qu'ils soient atteints de malnutrition. C'est d'une violence incroyable, et ce n'est pas le cas de tous les conflits dans le monde, mais ces conflits-là sont d'une violence incroyable pour les enfants, et donc ils ne s'arrêtent pas. 2016 est donc une année de grande souffrance pour les enfants dans ces pays-là. La souffrance est différente d'un pays à l'autre. Si on commence par la Syrie, quelle est la spécificité des enfants de la Syrie? Est-ce que c'est la malnutrition comme au Yémen? Est-ce que c'est le fait de participer d'une façon ou d'une autre à la guerre, de s'engager aussi dans ce cercle de violence? Je peux vous répondre avec des chiffres très simples, mais attention, parce que derrière les chiffres, c'est très important de penser à chaque enfant. Hein. Ce sont des histoires humaines, les chiffres sont un peu secs, mais ces chiffres sont incroyables. Il y a environ 10 millions d'enfants en Syrie, il y a 6 millions d'enfants en Syrie qui ont besoin d'aide humanitaire aujourd'hui, et puis il y a plus de 2 400 000 enfants syriens qui sont dans les pays voisins, qui ont fui, qui ont aussi besoin d'aide humanitaire. On a beaucoup parlé d'Alep au moment où nous parlons Alep donc et Alep Est, la situation militaire a beaucoup évolué, mais il faut bien voir que Alep c'est la partie immergée de l'iceberg en Syrie. Il y a 15 autres endroits en Syrie qui sont assiégés, où les populations civiles et les enfants sont assiégés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas accès à l'aide humanitaire, ça veut dire qu'ils n'ont pas de quoi survivre, et on estime qu'il y a 350 000 enfants dans ces zones, dans ces 15 zones assiégées toujours aujourd'hui, et on peut ajouter qu'il y a environ 2 millions d'enfants aujourd'hui en Syrie qui vivent dans des zones soit assiégées, soit des zones difficiles à atteindre pour l'aide humanitaire. En ce qui concerne les enfants qui sont hors des endroits assiégés, il y a aussi les réfugiés internes. Ces enfants-là, est-ce que vous arrivez à les trouver, à donner de l'aide humanitaire? Quelles souffrances ont aujourd'hui? Dans quel état ils vivent? En Syrie? En Syrie, oui. Écoutez, le gros problème, c'est pas que pour l'UNICEF, c'est pour tous les acteurs humanitaires, c'est vraiment l'accès à l'aide humanitaire. Hein. L'aide humanitaire, elle est là, mais il faut pouvoir accéder, il faut pouvoir l'apporter à ces enfants, surtout dans les zones où ils souffrent terriblement, où il n'y a plus rien à manger. L'UNICEF, nous travaillons toujours dans des secteurs clés, c'est-à-dire nous sommes très actifs dans l'eau. Hein. À Alep, il y a de l'eau aussi dans la ville grâce à notre action. Il s'agit parfois juste de fournir du carburant aux stations de pompage pour que tout ne s'arrête pas, pour que l'eau continue à être distribuée, ou faire en sorte que les populations aient également accès à de l'eau d'une autre façon, avec des puits, mais une eau propre.
c'est bien le problème aujourd'hui. En Syrie, il y a 70% de la population qui n'a pas accès à de l'eau propre. Et pourquoi l'eau est aussi importante lorsqu'on parle de malnutrition d'enfants, lorsque vous voyez des enfants qui sont atteints de malnutrition aiguë sévère, ce sont des enfants proches potentiellement de la mort. Ce sont des enfants qui ont 11 fois plus de chances de mourir que des enfants en bonne santé. Eh bien, ils sont en malnutrition, pas seulement parce qu'il n'y a pas assez de nourriture, mais souvent parce qu'ils n'ont pas accès à de l'eau propre, donc ils ont des diarrhées. C'est la diarrhée aussi. Justement, donc on n'a pas accès à l'eau propre. Absolument. Ça veut dire qu'il y a des maladies. Quel genre de maladies on a écoutez, la diarrhée est une maladie qui tue beaucoup d'enfants, mais il y a aussi la pneumonie. Si on va parler du Yémen tout à l'heure, il y a le choléra, il y a la rougeole qui reviennent. Mais d'une façon générale, il y a beaucoup de maladies évitables pour lesquelles on peut soigner normalement un enfant, mais pour lesquelles aujourd'hui, dans ce contexte aussi difficile, des enfants meurent tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès aux centres de santé, ils n'ont pas accès aux médicaments. Ça, c'est pour l'eau, c'est pour la santé. Il y a aussi évidemment la nutrition. Nous travaillons beaucoup pour permettre une aide d'urgence à des enfants qui ont des problèmes de nutrition. Il y a la vaccination. On a vacciné cette année en Syrie 3,5 millions d'enfants contre la polio. Il ne faut pas s'arrêter de vacciner même quand il y a la guerre. On continue de vacciner en Syrie, en Irak, au Yémen. Et puis, il y a l'éducation. L'éducation, on a souvent tendance à penser que finalement, c'est peut-être pas la priorité dans une zone de guerre hors salée. L'éducation ne doit jamais être considérée comme un aspect secondaire. Pourquoi? Parce que l'éducation d'abord est liée à la protection. Un enfant qui continue d'aller à l'école quand il y a des bombes qui tombent et donc qui est traumatisé de façon très profonde, l'école lui permet de gérer les traumatismes, lui donne une normalité. Je vais à l'école à 9h, à 10h j'ai la récréation. Bref, il est dans un cadre rassurant. Et puis, ça peut aussi épargner ces enfants d'avoir un accès à la violence. Donc l'école, elle encadre l'enfant dans une situation normale. Est-ce que vous avez des rapports là-dessus sur l'engagement, par exemple, des enfants en Syrie à la guerre, ou bien qui sont forcés à participer à la violence, à la guerre? Il y a des rapports des Nations Unies, il y a des rapports de la commission d'enquête qui parlent surtout de cette situation. Absolument. L'école, elle protège. Donc l'école, c'est là où on apprend, où on construit, où on se projette dans l'avenir. C'est aussi important de se projeter dans un monde chaotique pour les enfants. Mais elle protège aussi contre le recrutement de l'enfant dans les groupes armés. Elle protège aussi contre le mariage pour les filles, le mariage précoce qui a tendance à augmenter dans des zones pour des raisons de sécurité, dans des zones affectées par le conflit. Aujourd'hui en Syrie, il y a 7000 écoles qui ne fonctionnent plus. Il y a, vous vous rendez compte, 1 700 000 enfants qui sont complètement déscolarisés. Donc nous travaillons pour que les enfants qui peuvent aller à l'école continuent à aller à l'école. Nous travaillons pour que les enfants qui ont dû quitter l'école pendant 3 ans, 4 ans, un enfant qui a 5 ans en Syrie, il ne connaît que la guerre. S'il a quitté l'école pendant 3 ans et qu'il revient à l'école, ça va être très difficile pour lui de se reconnecter au système normal. Donc nous développons des programmes, des curriculums, spécialement pour les enfants qui ont manqué l'école pendant 3-4 ans. Et puis nous développons aussi des programmes qui permettent aux enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, soit parce qu'il n'y a plus d'école, soit parce que les professeurs sont partis ou ont été tués, soit parce que les parents ont trop peur d'envoyer leurs enfants à l'école, pour qu'ils puissent apprendre à la maison, avec des tuteurs, éventuellement avec la famille. Là, je vais rester encore sur cette question parce que c'est l'avenir du pays quand même qui se dessine aujourd'hui avec ses enfants. Une dernière question concernant la Syrie, les enfants de la Syrie. Vous avez parlé des chiffres d'enfants, près de 2 millions d'enfants. Si je ne me trompe pas, ils sont à l'extérieur de la Syrie, dans les pays qui alentourent la Syrie, le Liban, la Turquie, la Jordanie. Est-ce que la situation dans ces pays est meilleure? Est-ce que l'accès à la médecine est trouvé? Est-ce que l'accès à l'école aussi est considéré comme une priorité dans ces pays? Oui, pour nous, c'est une priorité et nous aidons chaque gouvernement à faire face des pays voisins. On pense à la Turquie, on pense au Liban, on pense à la Jordanie. Mais c'est évidemment, ça présente de nombreux défis pour ces pays. Tout d'un coup, énormément d'enfants qui viennent et il est
hors de question de laisser ces enfants à eux-mêmes. Donc nous avons des programmes, nous sommes vraiment présents avec d'autres pour soutenir les ministères d'éducation nationale des pays respectifs. Comme je vous disais, il y a dans les pays autour de la Syrie aujourd'hui 2 400 000 enfants syriens qui ont besoin d'assistance multisectorielle, d'aide humanitaire. On va parler après la pause sur la situation au Yémen et dans les autres pays arabes, la Libye et l'Irak. مشاهدينا سنتوقف قليلا مع فاصل قصير ونعود إلى هذا الحوار مع السيد كريستوف بوليراك الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وسنتحدث بعد الفاصل عن الوضع في اليمن. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذا اللقاء الخاص مع السيد كريستوف بوليراك الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة. سنتحدث الآن عن وضع الأطفال في اليمن وهو الوضع الأسوأ من بين الدول العربية بهذا الخصوص. Monsieur Boliarak, on a parlé tout à l'heure de la Syrie, les enfants en Syrie, quand vous avez décrit la situation vraiment grave. Au Yémen, il me semble que je vous ai suivi durant cette année 2016. Vous avez abordé la question à plusieurs reprises, comme quoi la situation au Yémen est vraiment catastrophique. Quels chiffres vous pouvez nous donner aujourd'hui sur la situation au Yémen, surtout durant l'année 2016 ? Oui, l'UNICEF a tiré la sonnette d'alarme toute l'année sur le Yémen parce qu'il y avait une dégradation continue de la situation des enfants, du fait, encore une fois, d'un conflit qui ne s'arrête pas, qu'il s'agisse des bombardements au nord, mais qu'il s'agisse aussi des combats au sud. Les enfants sont, une fois de plus, injustement et effroyablement, j'insiste vraiment, très violemment, victimes d'un conflit pour lequel ils n'ont rien à voir. Toute l'année, nous avons tiré la sonnette d'alarme sur la malnutrition aiguë sévère. Aujourd'hui, il y a nous estimons, plus de 460 000 enfants qui souffrent de malnutrition aiguë sévère au Yémen. Il faut bien comprendre de quoi on parle. Des enfants qui souffrent de malnutrition aiguë sévère sont des enfants qui ont 11 fois plus de chances de mourir, sont des enfants qui vont mal. Il y a plus de 2 200 000 enfants qui souffrent de malnutrition en général au Yémen. Donc les 462 000, c'est vraiment la malnutrition aiguë sévère. En gros, au Yémen, il y a un enfant qui meurt toutes les 10 minutes de maladies, des maladies qui pourraient être évitées, comme la diarrhée, comme les infections respiratoires, parce qu'il y a un système de santé qui s'est totalement effondré. Ces quelques mois de conflit au Yémen ont complètement balayé une décennie de progrès pour les enfants, parce que le Yémen avait des difficultés avant l'escalade du conflit dont nous parlons aujourd'hui. Mais en quelques mois, tous les progrès réalisés en 10 ans Parlez-moi de ce programme que vous avez mentionné. Ont été balayés. Qui a été balayé. C'était des progrès. Il y avait déjà des problèmes de malnutrition, mais certainement pas au niveau aujourd'hui. Donc il fallait travailler. Il fallait surtout dans les zones rurales, comme souvent, les enfants les plus vulnérables. Il y avait des progrès importants qui avaient été obtenus en matière de scolarisation aussi des enfants, notamment des filles, beaucoup plus de filles qui allaient à l'école. Mais tout ça a été complètement balayé. Aujourd'hui, il y a un gouvernorat qui présente même au Yémen le taux de malnutrition chronique, c'est-à-dire de retard de croissance le plus haut du monde. Donc, il s'agit de quel c'est le gouvernorat de Sada, mais encore une fois, la situation est mauvaise partout. Et puis, voilà, il y a moins de la moitié des centres de santé qui sont opérationnels. Beaucoup de travailleurs de santé n'ont pas de salaire. C'est un énorme gâchis. C'est encore une fois un phénomène qui va être très difficile à corriger. Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui au Yémen? Question santé, question éducation,
Et aussi, pour faire face à ces maladies, à ces nouvelles maladies qu'on revoit de nouveau au Yémen. D'abord, ce qu'il manque, c'est la paix. Hein. Il faut que les combats cessent dans un pays pour que les populations civiles puissent revenir à une vie normale. Le problème, c'est que les enfants sont les plus fragiles. Il n'y a plus de système de santé à proprement parler. Il y a un problème d'accès aux régions, différentes régions, que ce soit du nord ou du sud, de Taïs ou de Hodeïda, qui sont prises dans les combats. Donc c'est vraiment un problème d'accès. Encore une fois, la situation s'est tellement détériorée que nous, humanitaires, nous ne pouvons faire que ce que nous pouvons en prenant des risques, avec certes des moyens, mais lorsque vous avez plus de 460 000 enfants qui souffrent de malnutrition aiguë sévère, lorsque vous avez un système de santé qui s'est vraiment complètement effondré, lorsque les prix continuent à être aussi élevés, lorsque les mécanismes d'assistance financière aux familles ne fonctionnent plus, c'est tout un pays qui dégringole par un conflit. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une solution politique, il faut que les conflits s'arrêtent. En attendant, nous, avec d'autres partenaires, nous sommes dans l'urgence, nous traitons des centaines de milliers d'enfants contre la malnutrition, nous travaillons sur l'eau, nous faisons en sorte que l'éducation ne s'arrête pas, mais la santé, vraiment, de voir des milliers d'enfants. Moi, j'étais au Yémen il y a quelques mois, j'ai vu en vrai les images qu'on voit dans les médias. Ce sont dans des départements de nutrition soutenus par l'UNICEF, des enfants qui souffrent, que le père a amené, ça coûte très cher, d'une autre région pour souffrir. On voit le niveau de souffrance que ce conflit opère sur les plus faibles. Il faut juste que ça s'arrête parce que c'est d'une violence absolument incroyable. Est-ce que vous, comme organisation humanitaire, soit l'UNICEF ou bien les autres organisations, vous avez la difficulté d'accès partout au Yémen, ou bien il y a certains endroits où on peut arriver facilement et certains endroits où vraiment c'est interdit d'arriver? Donc globalement, on peut prépositionner de l'aide pour les enfants, de l'aide nutritionnelle, toutes sortes de l'aide médicale. On peut à peu près circuler avec beaucoup de contraintes dans tout le pays. Le problème, c'est d'arriver à faire en sorte que cette aide qui est prépositionnée parvienne à ceux qui en ont le plus besoin. Et là, ça devient extrêmement compliqué parce qu'il y a des problèmes logistiques, il y a des problèmes sécuritaires. Lorsque je vous disais tout à l'heure de quoi le Yémen a besoin aujourd'hui pour stopper cette dégringolade, notamment pour les populations civiles et les enfants, on a besoin de paix. On a juste besoin de pouvoir faire en sorte que sur les derniers kilomètres, on puisse apporter l'aide d'un hangar, d'un garage vers les familles. Et ça, aujourd'hui, ça reste très très difficile. Avant la guerre, ou bien cette dernière opération depuis 2014, depuis 2015, au Yémen, vous aviez un programme. À quoi vous êtes arrivé exactement, surtout sur la situation de la scolarité des enfants et la question de la santé. Et aujourd'hui, la situation après donc, mars 2015, comment c'est devenu la situation? Écoutez, dans la mesure où en fait, vous demandez de comparer un peu un pays où il y a des problèmes, certes, de sécurité, avec une autre période, donc depuis mars 2015, où il y a une escalade de la sécurité. Tout ça, quand il y a des problèmes de sécurité, ça crée des difficultés de tous ordres. Les parents ont peur d'envoyer leurs enfants dans les écoles. Parfois, des écoles sont prises pour cible. Les enseignants, parfois, fuient. Les centres de santé ne reçoivent pas assez de médicaments. Certains centres de santé sont eux-mêmes victimes directement. Il n'y a plus assez de médicaments, il n'y a plus de personnel de santé, il n'est pas correctement payé. La capacité, le pouvoir d'achat général des familles dégringole. Donc tout ça est une dynamique extrêmement négative. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pour ça que nous souhaitons encore une fois
stopper cette dégringolade. On est dans une situation où il y a 460 000 enfants qui souffrent de malnutrition aiguë sévère. C'était une situation qui était inimaginable il y a encore quelques années. C'est un énorme recul en arrière, qu'il s'agisse de la scolarisation, qu'il s'agisse des soins de santé pour les enfants, qu'il s'agisse de leur accès à l'eau, qu'il s'agisse aussi de leur capacité psychologique et émotionnelle. Il ne faut pas oublier ça, que les enfants sont profondément marqués. Je me rappelle avoir été dans une école à Sanaa il y a quelques mois où la première des choses qu'on faisait, c'était des pièces de théâtre pour aider, au début de la journée, pour aider les enfants à gérer les angoisses liées au conflit. Si la guerre s'arrête aujourd'hui au Yémen, combien d'années on a besoin pour revenir à l'avant-guerre, à 2014 ou bien à février 2015? Très difficile pour moi de vous donner des détails temporels de ce type, mais il est clair que c'est la priorité. Il faut aujourd'hui que les combats cessent pour que les plus vulnérables puissent avoir ce dont ils ont besoin. On parle ici de choses minimales, hein, il faut bien comprendre. On parle ici d'avoir accès à des médicaments pour des enfants, des familles qui n'en ont pas accès. On parle ici d'aller juste à l'école. On parle ici d'avoir accès de l'eau qu'on peut boire et pas de l'eau qui va rendre le petit malade, qui va lui donner des diarrhées, qui va éventuellement conduire à son décès. C'est de cela dont on parle. Il faut que l'aide humanitaire puisse atteindre les plus faibles et il faut que les combats cessent pour que l'économie également du pays puisse revenir à un niveau acceptable pour la population civile. Après cette image si noire, cette scène si noire que les enfants surtout vivent dans ces pays de guerre, de crise, quel avenir on a? Quel avenir aura le Yémen par exemple après toute cette destruction de l'enfance? Mais écoutez, on sait très bien par expérience que les enfants ont une résilience énorme, hein, beaucoup plus forte que ce que l'on croit. Parfois, ils peuvent traverser des épreuves, mais encore faut-il qu'ils cessent d'être ciblés parfois, que les écoles cessent d'être ciblées, que les hôpitaux cessent d'être ciblés. Ce sont des sanctuaires où autrefois des enfants pouvaient être en totale sécurité. Ce n'est plus le cas aujourd'hui dans ces situations de conflit. Donc l'avenir, c'est que vraiment ce que nous demandons en permanence, c'est que les parties impliquées, toutes les parties impliquées dans le conflit, et nous pensons que cet argument peut porter, et nous le répétons incessamment, respectent le droit international humanitaire et pensent aux enfants et aux populations civiles. Ce n'est pas tous les conflits qui affectent autant les enfants que ceux dont nous parlons. Ce sont vraiment des conflits où les populations civiles et les enfants sont brutalement plongés en enfer dans certains cas. Donc ce qu'il faut, c'est que les choses changent évidemment, structurellement, en profondeur. Solution politique, arrêt des combats et ensuite faire en sorte que les populations civiles puissent recevoir l'aide dont elles ont besoin dans le cadre d'un conflit pour lequel elles n'ont rien à voir elles-mêmes. Christophe Bolirac, je vous remercie de votre temps et malgré toute cette image noire que vous avez dessinée sur la situation dans certaines régions, je souhaite à vous et à la population de cette région une bonne année et des bonnes fêtes. Merci beaucoup. À vous de même. مشاهدينا الكرام كان هذا اللقاء من جنيف مع السيد كريستوف بوليراك الناطق باسم منظمة اليونيسف الأممية. أنا موسى عاصي أحييكم من جنيف.